Les grandes émotions se méritent souvent. Il est 5 heures du matin, Solène et Mathieu sont encore à moitié endormis. Il faut les réveiller très tôt. Ils n'ont encore rien vu. Un peu décalqués. Ces jeunes mariés sont en voyage de noces au Cambodge. Avancez un peu, avancez. Ils viennent assister à l'un des plus beaux levers de soleil au monde. 45 minutes encore, le soleil se lève. Nous sommes devant l'un des plus anciens et des plus grands temples jamais conservés, le temple d'Angkor. C'est ce que tout le monde veut ici. Voilà. On l'a. Mais ce petit souvenir ne va pas sans quelques sacrifices. Car ce moment de grâce, ils sont plutôt nombreux à le chercher. Partager ce lieu avec plusieurs milliers de touristes. Pour le romantisme, on repassera. Ah, j'avais une bonne page, je me suis fait niquer. Ça crée une compétition à qui aura la photo du soleil qui est encadrée. En fait, on s'en fout forcément, on s'en fout complètement de cette photo. Mais comme tout le monde l'a fait, et bah, du coup, on se sent obligé de vouloir la faire. À qui aura la plus belle photo, c'est débile. Ce moment de poésie gâché peut sembler bien anecdotique. Pourtant, il résume à lui seul ce que le pays est en train de vivre. Un engouement sans précédent, mais un engouement hors de contrôle. Il faut dire que ce petit pays, situé à 10 000 km de la France, dans le sud-est de l'Asie, a de quoi réjouir plus d'un touriste. On y trouve des paysages à couper le souffle. La faune, la flore, l'architecture, la culture. Tout ici fait oublier les années sanglantes de la dictature des Khmers rouges. Le Cambodge attire près de 6 millions de touristes et un peu plus chaque année depuis 15 ans. Un record en Asie. Avec l'arrivée de centaines de milliers de vacanciers chinois, Sihanoukville, vieux port de pêche, connaît une croissance vertigineuse. En 6 mois, un matin, vous vous réveillez et vous êtes entouré de Chinois. J'ai doublé mon chiffre d'affaires, il y a du monde toute l'année. Et donc, welcome les Chinois. Une métamorphose pour le meilleur et pour le pire. Nous, on a été obligés de déménager parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Alors, certains touristes préfèrent partir hors des sentiers battus. Ils cherchent une rencontre authentique avec des gens ordinaires, comme dans les mines de zircon, une pierre semi-précieuse. C'est possible d'essayer? Pourtant, ils passent parfois complètement à côté des réalités. Et si quelqu'un a un accident dans une mine, est-ce que vous devez payer? Non, ce n'est pas nécessaire. Tu donnes juste un peu d'argent pour l'enterrement. Pour visiter le pays sans ignorer les plus démunis, de plus en plus de jeunes occidentaux se tournent vers le volontourisme. C'est un nouveau type de voyage, moitié tourisme, moitié bénévolat. Je suis tellement heureuse. C'est une expérience incroyable. Je ne veux rien oublier de ce moment hallucinant. Et les projets ne manquent pas. Le problème, c'est que le système est devenu un véritable business en soi, parfois déconnecté des besoins réels. En fait, ils font du business sur le dos des bénévoles. Et c'est tout le paradoxe du Cambodge. Ce pays, parmi les plus pauvres du monde, découvre que le tourisme de masse n'est pas seulement une manne. C'est aussi un poison. Sok Samvar est un homme heureux. C'est le numéro 2 du site d'Angkor et le business se porte plutôt bien. On compte plus de 2 millions de visiteurs ici chaque année. Hello, where are you from? Korea. 안녕하세요. Oh, ok. Vous avez vraiment toutes les nationalités, hein? Ah, bien sûr, oui, oui. L'Israël, justement, Israël. On a vu tout à l'heure
L'Espagne, les Chinois, c'est partout. Bah, venez, Ce matin, tous les guides qu'il croise veulent leur photo avec lui. Ce n'est pas un hasard. L'équipe vient de battre un record. Un million de Chinois, soit une hausse de 40% en un an seulement. Bien sûr, il y a un revers à la médaille. Ce sont les files d'attente. Elles sont parfois longues, très longues. Car pour préserver la tranquillité des lieux, Monsieur le directeur a mis en place un système de filtrage. Pas plus de 100 personnes en même temps, en haut de l'édifice. Vous vous demandez comment ça marchait ce système? En fait, il y a 100 passes qui sont en circulation. On va se faire porter par les gens qui veulent monter. Quand ils descendent, on reprend ces passes et on redonne aux autres. Oui, voilà. Donc là, ils sont plus que à 99 en fait, parce qu'il y en a un qui est pris ici. Donc il y en a un qui est... Grâce à son système de filtrage, le directeur évite donc les embouteillages en haut de l'un des escaliers les plus vertigineux du monde. Arrête de pleurer, c'est la honte. Regarde un peu la jolie vue. Prends une photo là, juste ici. Faut en profiter. Encore conserve de sa superbe. Le tourisme de masse chinois est sous contrôle, mais ce n'est pas le cas partout. Et il est une ville au Cambodge où leur arrivée est encore plus spectaculaire et beaucoup moins maîtrisée. Ça se passe sur la côte, dans la petite station balnéaire de Sihanoukville, du nom de l'ancien roi du Cambodge, Norodom Sihanouk. Elle se situe à 300 km au sud d'Angkor, sur le golfe de Thaïlande, réputé pour ses eaux chaudes et sa température clémente. C'est d'ailleurs la plus ancienne des stations balnéaires du pays. Et c'est là qu'est venu s'installer, il y a 6 ans, Jean-Pierre. Jusqu'ici, sa clientèle se composait quasi exclusivement d'expatriés qui venaient passer le week-end. Mais il y a 6 mois, tout a changé. Hello, how are you? Good? 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 Voilà mes clients, ma nouvelle clientèle chinoise. You want one more beer? Pour améliorer son service, il a commandé de nouvelles cartes traduites en chinois. Mais elles ne sont pas encore arrivées. Ah, une, ok. Deux? Ok. Ok, donc pas un mot d'anglais. Ouais. Et voilà la nouvelle clientèle de Sihanoukville. La station est devenue, pour les classes moyennes chinoises, la destination à la mode. Mais quand une mode s'empare d'un pays d'1,4 milliard d'habitants, c'est un petit tsunami touristique qui déboule. En 6 mois, un matin, vous vous réveillez et vous êtes entouré de Chinois. Donc c'est quand même un phénomène assez exceptionnel. Sous ses airs bonhommes, Jean-Pierre est un combattant. C'est même, en quelque sorte, l'irréductible Gaulois de Sihanoukville. L'un des derniers restaurateurs à n'avoir pas encore vendu son affaire. Ben là, à gauche, vous avez un resort qui vient tout juste de changer de main. Il est passé de main française à main chinoise. Là, c'est un gros groupe chinois qui vient de construire un très beau resort. 100% chinois du début de la construction à aujourd'hui. Ce sont des Chinois. Tout le littoral est passé aux mains des Chinois. Et les Chinois ne se contentent pas de tout racheter. Ils construisent des quartiers entiers. C'est le plus gros projet en cours actuel, qui est environ à la moitié de sa construction. Ils ont acheté 47 hectares de terrain à cet endroit-là. Et on parle de plus de 5000 logements pour commencer. Donc c'est pharaonique. Une ville dans la ville, casino, hôtel de luxe, appartements avec vue sur mer bien sûr. Et ces constructions démesurées
le gouvernement cambodgien les a encouragés. Il a emprunté près de 30 millions de dollars à la Banque asiatique de développement pour inciter les Chinois à investir dans cette ville. Il a aussi délivré quelques dérogations à la loi littorale, censée préserver le bord de mer cambodgien. Car cette ville, c'est aussi la promesse d'un nouveau souffle économique pour la région. Voilà comment, à Sihanoukville, voit le jour un Manhattan côtier, version chinoise, mais réalisé en grande partie par des Cambodgiens. Car si les cadres sont chinois, la plupart des ouvriers sont recrutés sur place. Ils viennent de tout le pays, par milliers. Et bon nombre logent au pied de ces chantiers, dans des petits baraquements mis à leur disposition. Bonjour. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? 1 mois. Et vous travaillez combien d'heures par jour? Ça dépend, parfois 7 ou 8 heures, parfois 10. En moyenne, un ouvrier, ça gagne combien? 15 $ par jour. Oui, 15 $. Et c'est bien de travailler pour les Chinois? Oui, les Cambodgiens nous payent 9 $ par jour, alors que les Chinois nous payent 15. Oui, c'est ça. 15 $ au lieu de 9. Presque le double. Mais pour cela, il faut accepter des conditions de vie sommaires. Les ouvriers et leurs familles dorment côte à côte sur des planches de bois. Pas d'eau courante, bien sûr, et encore moins de sanitaire. La vaisselle traîne au sol, lavée avec de l'eau de pluie, récupérée sous le toit en tôle. Dans ces conditions, il n'est pas rare que les ouvriers tombent malades. Narasung est immobilisé depuis 2 semaines par une méchante fièvre typhoïde. Tu as l'air de beaucoup souffrir du ventre. Ah. Tu lui donnes encore du riz? Pourquoi tu ne lui fais pas plutôt un bouillon? Je pense que le riz, ça lui redonnera des forces. Non, c'est une erreur. Avec cette maladie, il ne faut pas manger des trucs solides, comme le riz. Il vaut mieux du bouillon. Ça le soulagera. Ici, bien sûr, on est loin des lois européennes. Il n'y a pas de sécurité sociale, c'est donc un coup dur pour les finances. Mais est-ce qu'il est payé lorsqu'il est malade? Non, on ne le paie pas quand il est absent. Je suis ici depuis 2 semaines, mais mon mari est là depuis plus longtemps. Comme il est tombé malade, il faut que je trouve du travail, mais je n'ai pas encore réussi. Tous les Cambodgiens de la ville ne travaillent pas dans la construction. Et pour cela, l'arrivée massive des Chinois n'est pas une opportunité, mais une menace. C'est le cas pour Phu et sa fille, obligés de se serrer les coudes, plus que jamais. Phu a 63 ans. Elle est femme de ménage et tout allait plutôt bien jusqu'à l'année dernière, où son loyer a été multiplié par 5. Les Chinois, lorsqu'ils arrivent, peuvent payer des loyers plus élevés. Et nous, on a été obligés de déménager parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et c'est pareil pour la plupart de mes voisins. Alors elles ont emménagé ici, dans la seule chambre accessible qu'elles aient trouvée. Parfois, il y a des souris dans la chambre et des inondations qui montent jusqu'aux genoux. C'est moins bien que mon ancienne chambre, mais c'est moins cher. Et ça me permet de garder un peu d'argent pour vivre. On est obligé de garder le volet fermé, sinon l'eau coule par la fenêtre. Et dès que les voisins mettent du linge à sécher, ça coule chez nous. Dans leur ancien appartement, Phu et sa fille avaient une mini-cuisine et des toilettes. Ici, il n'y a qu'un point d'eau qui fait à la fois douche et WC. Il est à l'extérieur et ils sont 20 à se le partager. Les toilettes ne sont jamais propres. Et pourtant, on les nettoie plusieurs fois par jour. Mais ça reste toujours sale. Je suis à bout. Nous sommes interrompus par la visite de sa propriétaire. Bonjour. Bonjour. Elle vient relever les compteurs, au sens propre comme au figuré. Il indique quoi, le compteur? Il y a marqué 66.
Ça fait 7 $ pour l'électricité, 2 pour l'eau, plus le loyer, ça fait 45 $. Au fait, je vous ai pas dit, mais je vais devoir augmenter le loyer le mois prochain. Pour Fou et sa fille, l'avenir s'assombrit. Encore. Dans un an, il ne devrait plus rester que 10% de Cambodgiens à Sihanoukville. On attend 2 millions de Chinois en 2020. Le calme de la petite station balnéaire disparaît. La nuit, la ville prend des allures d'un petit Macao. Plus de 50 casinos ont ouvert en un an. Des néons aux couleurs vives aguichent les Chinois, qui peuvent jouer ici autant qu'ils le souhaitent, ce qui est interdit dans leur pays. Avec l'arrivée de ces oiseaux de nuit, certains business connaissent une seconde vie. Des bars aux enseignes explicites se multiplient. Nous rentrons dans l'un d'eux. À côté du billard, une douzaine de filles attendent les clients, quasiment tous chinois, qu'elles doivent faire boire. Rémunérées 170 € par mois. C'est 2 fois plus que le salaire moyen. De quoi donner au patron, un Français, une haute opinion de lui-même. C'est comme mes petites sœurs. Ouais, je les protège, je les mâche. Je fais que tout va bien pour elles. Elles nourrissent leur famille. Elles achètent des terrains, elles se font construire des maisons. C'est un peu grâce à moi, quoi. Ces filles sont-elles des prostituées? Officiellement, nous n'aurons pas la réponse, mais le patron déduit leurs heures d'absence à celles qui repartent avec un client. L'affaire, qu'il tient depuis 4 ans, est devenue très lucrative depuis l'arrivée des Chinois. Les Chinois, c'est une embellie, c'est la manne. C'est la manne qui est tombée sur mon établissement. C'est-à-dire, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, il y a du monde toute l'année. C'est extraordinaire. Et donc, merci. Merci. Welcome de Chinois. Le tenancier fanfaronne. Mais jusqu'à quand? Tôt ou tard, lui aussi sera confronté à la pression des investisseurs chinois. Marlène et Thomas arrivent de Bretagne. Ils sont frères et sœurs et ils n'ont pas, mais pas du tout, envie de passer leurs vacances dans des lieux hyper touristiques bondés de Chinois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir du pays, rencontrer des vrais gens. Pour cela, ils sont partis bien loin d'Angkor, à plus de 500 km au nord-est du pays, dans la province du Ratanakiri. On la surnomme ici le Far West Khmer. Une promesse d'aventure. Le mieux, c'est d'aller dans des guest house où tu rencontres des gens, t'as des locaux, t'as tous les petits marchés à côté, tu manges avec eux au final au bord de route. C'est ça. Et c'est top, quoi, plutôt que de rester dans son hôtel où tu vas juste aller manger, aller à la piscine, revenir dans ta chambre. Là, tu pars à la rencontre de plein de choses. On leur a parlé de ce site absent de toutes les cartes touristiques. Et pour cause, ce sont des mines illégales. Oui, il doit avoir au moins 5-6 mètres là déjà, et encore, je vois pas le fond. On entend que ça bosse. Il y a de la vie là-dessus. Au fond, des mineurs creusent la terre. Ils cherchent du zircon. C'est une pierre semi-précieuse qui, une fois travaillée, ressemble comme 2 gouttes d'eau à un saphir. C'est possible d'essayer? Ah ouais, vas-y. Let's go. On rigole en plus. Hey. Hey. Yes. Non, sérieux, qu'une fois dans ma vie, ce genre de choses, je suis obligée d'essayer. Ça, c'est clair. Et voilà nos aventuriers qui descendent.
Bah, faut pas de claustro, je te dis. Careful. Ils n'ont pas conscience que la mine n'est pas étayée et que les galeries peuvent s'effondrer. Ok, Marlène, tu peux y aller. Hein? Voilà. Ah, il y a la galerie derrière. On sent quand même un peu le manque d'air ici. Thomas expérimente à fond. Comme les mineurs, il se met à chercher une pierre de zircon. Ça va, c'est pas trop dur à creuser. Tu tapes, T'as même pas de pelle, t'as rien. Et après tu utilises ça, voilà. Il va trouver une pierre là-dedans, quoi. Il va rien, attends, je vais l'aider. Et voilà le moment espéré. Ah, j'avoue. Tiens, regarde, il y a une pierre ici, non? C'est une pierre, ça? Je sais pas. La chance du débutant, peut-être. Toi, c'est une pierre, non? Je sais pas trop, on dirait, hein. Ouais. Je vois qu'il y a du brillant dessus. Ah, c'est noir un peu, attends, je vais lui montrer. De nuit, au gars, peut-être? Ouais. Non? Non, Néné. Néné? Ah, Néné, alors? Bah, c'est pas une pierre. C'est un petit caillou tout simple au final. Il fait 45 degrés et il commence à souffrir du manque d'oxygène. Dire qu'il y en a qui travaillent comme ça tous les jours, c'est... Moi, je dis, bah, c'est respect. Même moi, avant d'arriver ici, au Cambodge, je savais pas qu'il y avait des mines comme ça, quoi. Mais les meilleures expériences ont une fin. Ah, mais pour monter, ça galère en plus. La leur aura duré 1 heure. Bye bye. Good job. C'est le genre de choses que tu fais qu'une seule fois dans ta vie. C'est à voir. Ça, c'est clair que c'est à voir, quoi. Ça t'ouvre l'esprit. Et là, tu te dis que t'es pas du tout à plaindre au final en France. Exactement. Tu vois tout ça, c'est complètement dingue. En 1 heure, Marlène et Thomas ont sans doute vécu beaucoup plus que bien des groupes de touristes en 1 semaine. Et pourtant, ils sont passés à côté d'une bonne partie de la réalité de la vie des mineurs. Nous sommes restés sur place. Et nous avons appris que les accidents non seulement étaient nombreux, mais aussi souvent dramatiques. Le dernier en date a eu lieu ici, il y a quelques semaines. Ils creusaient un trou ici et la terre s'est écroulée sur eux. Ils ont hurlé pour demander de l'aide. Moi, j'ai couru et tout de suite, j'ai compris que les mineurs du trou d'à côté cherchaient à les aider à sortir. Mais la terre a continué de s'écrouler. Et ceux qui criaient pour demander du secours, ils sont tous morts. Il n'y a eu aucun rescapé. Non loin de là, nous rencontrons Chan. Il a une trentaine d'années et comme la plupart des hommes ici, il a un rituel avant de creuser. Je fais une offrande aux esprits de ce lieu pour qu'on trouve beaucoup de belles pierres. Son fils s'appelle Po. Il n'a que 10 ans. Plusieurs heures par jour, depuis 3 ans, à l'heure où les autres enfants vont à l'école, Po creuse les entrailles du sol. Il ramasse à la main des kilos de terre et enchaîne les seaux. Vas-y, papa, tire! 15 mètres plus haut, son père récupère le seau où il espère trouver le salaire du jour. Des trous comme celui de Chan et de son fils, il y en a des dizaines, creusés par des familles pauvres de la région et par leurs enfants dont les petits corps se faufilent plus facilement que ceux de leurs parents. Lin a 13 ans. Il est plus expérimenté.
Il descend donc dans des trous plus profonds. Celui-ci plonge à 17 mètres. S'il glisse, c'est la mort assurée. Les galeries ne sont pas étayées, faute d'argent pour acheter du bois. C'est pour cela que les accidents sont nombreux, surtout comme aujourd'hui, quand il faut faire communiquer deux galeries. Lynn est à bout de souffle. Je manque d'air. Même avec l'habitude, c'est un moment effrayant pour lui. Il ne faut pas creuser des galeries trop larges. Sinon, ça peut s'écrouler. Il y a un mineur qui m'appelle de l'autre côté. Il dit qu'on va réussir. Je sais que c'est dangereux, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je gagne de l'argent. Moi, je n'ai pas envie de jouer, parce que si je joue, je n'aurai plus le temps de travailler. Il faut que j'aide mes parents à gagner de l'argent pour que mes frères aillent à l'école. Lynn a réussi. Et il va devoir probablement continuer comme cela quelques années encore. Mais l'adolescent garde espoir qu'un jour, cela changera. Il n'est pas le seul. Tous les enfants de la mine rêvent d'une autre vie. Moi, je veux travailler dans un autre domaine. Je veux être médecin. Moi, je voudrais bien être électronicien. Et moi, je voudrais être instituteur. Je ne veux pas travailler comme mineur. Je veux être mécanicien pour réparer les motos et les voitures. L'après-midi se termine aussi pour Chan et pour son fils, Po. L'enfant remonte après 5 heures de travail. La journée est mauvaise. On n'a rien trouvé. Nos revenus sont très irréguliers. Parfois, on gagne 2 $. Parfois, rien du tout. Et ça fait 2 jours que c'est comme ça. Alors ce soir, c'est sûr, on va devoir manger nos derniers vivres. Po et son père rentrent donc au village. Comme eux, une cinquantaine de familles vit du zircon, ou essaye d'en vivre. Po aide à préparer le repas et les derniers bouts de viande de la famille. Le dîner se passera en silence. On a connu des jours meilleurs. À quelques rues de là, Lynn, l'adolescent qui rêve d'être mécanicien, commence sa 2e journée de travail dans le garage de son père. Qu'est-ce que tu fais là? Je répare une mobilette. Un jour, il en est sûr, lui aussi aura sa propre affaire. Enfin, si le destin ne lui joue pas un mauvais tour. Tout le monde connaît ici le drame qui a frappé la famille de Gin. Lui et son fils de 23 ans, Sona, ont failli mourir il y a 3 mois. Xin a eu le torse écrasé. Quant à Sona, son fils, il est handicapé à vie. Ses jambes ont été broyées. J'ai plus d'espoir. Si je pouvais marcher un petit peu, je pourrais aider mes parents pour des petits boulots. Mais c'est impossible. Je ne peux même pas bouger. Et puis en dehors des métiers physiques, je ne sais rien faire. Je suis allé à l'école seulement jusqu'à la maternelle.
Sa mère n'est pas là. Elle cultive les champs. Dorénavant, c'est elle qui entretient les hommes de la famille. Mon père m'a découpé cette petite fenêtre pour que je puisse voir les gens et recevoir un peu d'air frais. Oui, et ça lui change les idées. En fin de journée, les hommes célibataires se retrouvent au karaoké pour chanter des chansons qui parlent d'amour et dépenser en quelques heures le peu d'argent qu'ils ont gagné. Ici, la pauvreté est un peu comme une fatalité. Sauf qu'il y a un homme qui tire un gros profit de cette misère. Cet homme, c'est le propriétaire du terrain. Nous avons réussi à le filmer en caméra cachée. C'est celui avec la casquette rouge. Tous les jours, il vient acheter des pierres trouvées par les mineurs qui n'ont pas d'autre choix que de les lui vendre. Les rires sont trompeurs, l'atmosphère est tendue. À chaque fois, hors de question de négocier le prix. C'est le propriétaire et lui seul qui décrète ce que cela vaut. À chacun de s'en satisfaire. Égard à celui qui réclamerait plus. Je te la rends, c'est pas une bonne pierre, ça. Non, je la prends pas. Ça vaut pas 10 €. Allez, je t'en donne 5. Ah bah non, c'est pas possible. Il est rare qu'on lui tienne tête. L'homme a tout pouvoir, ou presque. Et puisque le mineur demande trop, il ne le paiera pas. Parfois, l'un d'eux se hasarde à demander une faveur. Je peux vous emprunter 7 €? J'emmène ma femme et mon enfant à l'hôpital. Quoi? Tu m'as déjà emprunté la dernière fois. Tu fais quoi avec tout cet argent? Le mineur n'obtiendra rien de plus qu'un coup. En quelques heures, nous serons les témoins de bien des brimades. Une méthode qui rapporte. Car les affaires de ce propriétaire vont bon train. Nous nous faisons passer pour les membres d'une ONG qui veut aider les mineurs. Et en fin de journée, nous le suivons. Direction son bureau. C'est une maison en bois, bien luxueuse en comparaison des bicoques des mineurs du village. Tu veux une bière? Dehors, son 4x4 rutilant coûte une vie de salaire moyen d'un Cambodgien. L'homme nous confie que les mines lui rapportent 4 500 € par mois, 100 fois plus que ce que gagne un mineur. Pourtant, cette exploitation est totalement illégale, comme toutes les mines de zircon dans la région. Mais une bonne amitié haut placée vaut bien des autorisations. Quant aux accidents, il s'en accommode très bien. Et si quelqu'un a un accident dans une mine, est-ce que vous devez payer? Non, ce n'est pas nécessaire. Tu donnes juste un peu d'argent pour l'enterrement. Rien ne semble ébranler le propriétaire. Ni la misère des mineurs, ni les accidents, ni même le deuil des familles. Ces cailloux de zircon si durement obtenus seront transformés plus tard par les artisans de la région. En l'espace de quelques heures, les petits zircons noirs seront transformés en pierre d'un bleu cristallin. Voilà comment voient le jour ces pierres semi-précieuses, si typiques du Cambodge. Et voilà comment elles se retrouvent proposées aux touristes à 500 km de là, à Siem Reap, près d'Angkor, exposées dans des vitrines des grandes bijouteries. Vendues plus de 100 fois le prix qu'elles ont été achetées aux petits mineurs. Tiens, trouve-moi une pierre ancienne. Et autant dire que les conditions de travail des enfants ne perturbent guère le bijoutier.
C'est vrai, ça impacte leur scolarité et aussi leur santé. C'est lié à leurs conditions de travail. Mais qu'est-ce que j'y peux? Vous savez, de toute façon, ils sont volontaires. Comment profiter des richesses du Cambodge sans encourager l'exploitation de la misère? De plus en plus de touristes cherchent, au-delà d'une simple rencontre, à aider les plus modestes. Pour répondre à cette demande, de nouveaux voyages organisés voient le jour sur Internet. Ils proposent de voyager autrement. Ils s'appellent International Volunteer, Projects Abroad ou encore Reach Out Volunteers. Ils vous offrent de ne plus être seulement un touriste, mais d'accomplir une mission humanitaire ou écologique. À vous de décider laquelle, et le choix est vaste. Par exemple, vous pouvez sauver les éléphants en péril, ou bien restaurer les barrières de corail, ou encore aider à la construction d'une école. Dans une vidéo promotionnelle, on voit un directeur qui présente son école. Il explique les constructions dont ses élèves ont besoin. Et l'on voit des bénévoles qui construisent ces salles de classe. Vous allez sortir de votre confort pour changer la vie des gens. Mais ce tourisme humanitaire coûte cher. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros le séjour. Le problème, c'est que bon nombre de ces actions sont totalement inutiles et que l'argent versé ne tombe pas vraiment dans les poches des Cambodgiens en détresse. Mais ça, bien sûr, le touriste n'en sait rien. Nous avons demandé à filmer l'un de ces séjours. En vain. Alors, nous nous sommes inscrits incognito. Premier jour dans le village, c'est notre premier matin. L'homme à côté de nous est notre guide. En face, 2 touristes néo-zélandaises et australiennes. Personne ne sait que nous sommes journalistes. Officiellement, nous faisons un film de souvenirs. Nous sommes juste à côté du site d'Angkor, dans la ville de Siem Reap. Chacun de nous a payé 1 500 € son séjour de 2 semaines. Billets d'avion non compris. C'est donc beaucoup plus cher que les voyages classiques. Mais ce n'est pas un voyage classique. Nous sommes attendus dans une école. Bonjour! Et c'est la directrice en personne qui nous reçoit. C'est Richard qui a construit toute l'école? Oui! Ça, c'est le premier bâtiment que l'association a construit. Cette école, c'est une sorte de... une école de rêve parce que j'en ai rêvé. Et que Reach Out a permis qu'elle voie le jour. Les enfants, dites bonjour, professeur. 200 élèves entre 6 et 12 ans sont scolarisés gratuitement. Et bon nombre d'entre eux passaient auparavant leur journée dans les champs. Si nous n'avions pas de bénévoles de Reach Out comme vous, tout cela n'existerait pas. Et les enfants qui sont ici n'iraient pas à l'école. Ils n'auraient pas la chance d'étudier l'anglais. Heureusement, nous avons maintenant cette école. Et les enfants y apprennent l'anglais grâce à vous et à des personnes comme vous. Ah, je vais pleurer. Je vais pleurer. Et puis, on nous attribue notre mission. Nous avons 1 semaine pour construire un mur. Joséphine est peintre en bâtiment. Nathalie est encore étudiante. Heureusement qu'on nous guide, aucun de nous ne sait comment construire ce mur. Et un seul bon maçon cambodgien serait sans doute plus efficace en 2 jours que nous 3 en 1 semaine.
C'est bien. On fait ça comme une méditation, un peu comme une routine. Chaque jour, l'organisation nous a prévu des moments avec les enfants. Tous se prêtent de bonne grâce à nos subtiles chorégraphies. Comme n'importe quel voyage organisé, tout est pris en charge. Les repas sont préparés pour nous. Un chauffeur nous ramène chaque soir à notre hébergement. Et après le dîner, un guide nous accompagne pour découvrir les quartiers branchés de la ville. Tu nous filmes encore? Et expérimenter aussi les spécialités culinaires du pays, serpents, migales, scorpions et autres réjouissances. Une sauterelle? Allez, jusqu'au bout, tout entière dans la bouche. Ouais! Ainsi va la vie du tourisme humanitaire. Dans une ambiance bon enfant, nous alternons la construction du mur, les activités avec les enfants et les visites guidées des sites incontournables. C'est un bon mélange de tourisme et d'être d'été. Inclut également la tuk-tuk experience. Bref, grâce à Reach Out, les deux jeunes femmes auront passé de super vacances en ayant le sentiment d'avoir aidé l'école. Car elles ont tout de même versé pour mémoire 1 500 € chacune. Mais personne ne nous a dit quelle proportion était reversée précisément à l'école. Alors nous profitons de la présence de l'un des organisateurs pour poser la question. Et sur les 1 500 €, combien reviennent à l'école? C'est une grosse part qui va à l'école. Parce qu'en fait, nous payons le projet de construction, mais tout au long de l'année, Reach Out paye l'école. C'est-à-dire les professeurs, la location du terrain et tout ça, quoi. Pour pouvoir offrir une éducation gratuite aux enfants. Donc l'argent sert à ça et c'est une grosse partie. Une grosse partie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse n'est pas très précise. À la fin de la semaine, nous avons fini de construire le mur. Nous vous avons préparé une petite cérémonie pour le dernier jour. Et nous recevrons beaucoup de remerciements. Mais aucune précision sur la grosse partie d'argent qui revient concrètement à l'école. Alors nous avons poursuivi notre enquête. Et nous avons pris rendez-vous avec quelqu'un qui connaît très bien Reach Out. À partir d'ici, vous pouvez finir à pied. C'est juste là. Cet homme, c'est Sambat. Il dirige lui aussi une école, exactement comme celle dans laquelle nous venons de nous infiltrer. D'ailleurs, c'est lui et son école qui figurent dans le film promotionnel du site. Souvenez-vous. Le directeur qui accueille tout sourire les bénévoles, c'est lui. Pourtant, ça fait plus de 3 ans qu'il a coupé les ponts avec Reach Out. Et des constructions bâties par les volontaires, il ne reste pas grand-chose. Sam garde un très mauvais souvenir de cette collaboration. Ça, c'est l'un des bâtiments que les bénévoles ont construit. On a un problème de fondation, mais on a aussi un problème avec le sol. D'une manière générale, tout est de très mauvaise qualité. Parce que beaucoup de bénévoles n'avaient pas les compétences qu'il fallait. Pire, l'école n'avait même pas toujours besoin de nouveaux bâtiments. Mais il fallait occuper les touristes.
On devait faire en sorte que les constructions se finissent le jour de leur départ. Et sinon? Sinon, on terminait pas dans les temps, et les bénévoles n'étaient pas contents, et l'organisation ne travaillait plus avec nous. Pour que les bénévoles se sentent utiles, il leur a donc fait faire plusieurs petites constructions dont ils n'avaient en réalité pas besoin. Il y en a même un champ entier. Un vrai cimetière de classe. Vous voyez, il y a aussi ces 2 bâtiments là-bas. Et aussi un autre par là. Mais alors, quelle somme Sam touchait-il par bénévole occupé? On était devenus de vrais commerciaux. On était là pour s'assurer que nos clients, parce qu'on les appelait nos clients, que nos clients donc étaient satisfaits. Comme cela, ils venaient chez nous, parce qu'on avait besoin de leur argent. Je n'avais pas le choix, parce que je n'avais aucun autre moyen pour faire tourner l'école. Tout a fonctionné ainsi pendant 4 ans. Jusqu'au jour où Sam a découvert que Reach Out mentait aux touristes. Selon lui, les coordinateurs leur faisaient croire que la majorité de leur argent était reversée à lui et à son école, exactement comme on nous l'a dit pendant notre infiltration. J'ai appris par des bénévoles qu'ils dépensaient beaucoup d'argent et qu'ils pensaient que cet argent allait à notre projet. Alors qu'en fait, on ne percevait que 10%, et même moins des fois. Et les 90 autres %, je n'ai aucune idée d'où ils allaient. À quoi seraient donc employés ces 90% qui ne seraient pas versés à l'école? Nous avons demandé une interview à Reach Out à plusieurs reprises, en vain. Mais l'entreprise va nous aider à mieux comprendre son business, bien malgré elle. Car quelques jours plus tard, notre journaliste infiltré reçoit la facture de son séjour. Et un détail attire notre attention. Dans un coin de la facture, sous le nom de Reach Out, il y a un numéro d'entreprise. Mais ce numéro n'est pas celui de Reach Out. C'est celui d'une autre société, nommée Astraeus. C'est donc sur le compte d'Astraeus que notre argent a été versé. À la différence de Reach Out, cette société n'est pas caritative. Elle peut donc faire autant de bénéfices qu'elle le souhaite et ses comptes ne sont pas publics. Son siège social est en Australie et elle est dirigée par un certain Tom Jewett, un homme qui n'est pas tout à fait un inconnu. Car Tom est aussi le patron de Reach Out. 2 entreprises, une seule direction et un passe-passe comptable pour le moins obscur. Il y a quelques jours, Tom Jewett a fini par accepter de nous rencontrer. Nous sommes à Sydney. Et nous lui présentons le témoignage de Sam, avec le cimetière de classes inutile qu'il s'est senti obligé de faire construire pour toucher l'argent de Reach Out. Sinon, on ne terminait pas dans les temps, et les bénévoles n'étaient pas contents, et l'organisation ne travaillait plus avec nous. En fait, ils font du business sur le dos des bénévoles. Bien. Alors, quelle est votre réaction? Vous connaissez cet homme? Oui, je connais l'école. Il ne connaît pas Sam, mais il ne va pas le ménager. Selon lui, l'échec du projet ne serait pas celui de Reach Out, mais celui de ce directeur d'école. Nous nous assurons toujours d'avoir des professionnels locaux qui sont qualifiés pour mener à bien ces projets. Et dans cette école, c'est justement ce directeur qui était chargé d'embaucher des professionnels pour aider les bénévoles à concrétiser son projet. C'est donc honteux ce qui s'est passé, mais je dirais que c'est clairement un cas isolé. Nous l'interrogeons alors sur la facture qui prouve que notre argent a été encaissé par son autre société, Astraeus. Pourquoi ce n'est pas le numéro de Reach Out? Pour ce qui est de la société caritative Reach Out Volunteers, en fait, c'est le groupe Astraeus qui fait la levée de fonds pour faire venir les bénévoles sur le projet et qui gère les activités qui ne sont pas fiscalement déductibles, comme tout ce qui est transport par exemple.
Et c'est comme cela qu'on s'est parlé d'eux. Et bien sûr, on a des règles, et on doit rester dans le cadre légal des sociétés caritatives, de leurs objectifs, de leur viabilité, de tout ça. C'est pour cela que c'est séparé comme ça. Mais vous avez pointé du doigt quelque chose qui doit être corrigé. Merci. Cette mauvaise référence sur la facture serait donc une simple erreur, un oubli. Et Reach Out respecterait donc bien toutes les règles des sociétés caritatives. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus à Melbourne, au siège de l'administration qui accrédite les sociétés caritatives et qui les contrôle. Nous allons interviewer le numéro 2 de l'organisme. Son statut lui interdit théoriquement de commenter un cas particulier. Mais sa réponse va être très claire. Rien n'est normal dans ce dossier. Quand il y a des transferts d'argent sans explication, ou des actions de terrain inutiles, ou un manque de transparence, ou encore une incapacité à répondre aux questions sur les finances, tout cela nous interpelle. Ce sont des signes qui font que nous devons mener une enquête pour comprendre ce qu'il en est réellement. Et si l'organisation caritative ne respecte pas les critères requis, nous devons la retirer de notre registre. Mais aussi transmettre ces agissements à d'autres administrations que la nôtre, pour qu'elles enquêtent sur d'éventuelles fraudes, détournements d'argent, voire des activités criminelles. Des doutes sérieux et des anomalies qui pourraient amener l'entreprise devant la justice. Si l'administration lance bien une enquête, elle prendra de longs mois. Le business du volontourisme ne serait donc pas aussi vertueux qu'il y paraît. Et les Cambodgiens n'en sont pas toujours les principaux bénéficiaires. Le pays réussira-t-il à utiliser la bonne volonté des étrangers sans les abuser? À exploiter ses richesses tout en préservant ses enfants? À se développer sans disparaître? Le chemin est encore long pour que le Cambodge réussisse à maîtriser les effets pervers du tourisme de masse, pour que ces millions de visiteurs restent une chance et non une menace.